Donc on arrive à la partie la plus pratique et la plus tactique de ce podcast, c'est-à-dire comment mettre en place ce principe pour améliorer vos conversions. La première méthode, c'est une méthode qui est assez connue, c'est de donner du contenu gratuit. Évidemment, ce podcast est un bon exemple, mais vous pourriez aussi faire un blog, faire des vidéos, donner des PDF, etc. Quand vous donnez aux gens quelque chose de qualité de façon gratuite, il y a beaucoup de motivation pour en arriver là. Ma principale motivation pour ce podcast est évidemment de créer un public, d'avoir beaucoup de gens qui me suivent, de démontrer mon autorité sur certains sujets, de démontrer ma compétence. Mais il y a aussi un aspect qui est que les gens qui vont écouter ce podcast, même s'ils ne deviennent jamais clients, vont développer un sens de dette envers moi. Et c'est quelque chose potentiellement qui peut m'aider sur le long terme à accomplir des choses. C'est quelque chose que vous pouvez, vous également, utiliser en donnant quelque chose de gratuit à votre prospect. Vous donnerez l'impression à ce prospect qu'il a une certaine dette envers vous. Et en écoutant un podcast récemment, j'ai découvert un exemple splendide de ce mécanisme. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité cinématographique, vous aurez entendu parler d'un film qui s'appelle The Martian. C'est un film qui a été réalisé par Ridley Scott avec Matt Damon dans le rôle principal. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire derrière ce film. Le film a commencé d'une façon très différente. C'était à l'origine un roman auto-publié sur un blog. C'est-à-dire non seulement ce livre n'avait pas trouvé d'éditeur, il était aussi publié de façon gratuite sur un blog. C'est assez fou de se dire comment est-ce que ce gars qui publie de façon gratuite sur son blog passe de ça à faire un film Hollywood majeur avec Ridley Scott et Matt Damon à l'affiche. Alors voilà l'histoire. L'auteur qui s'appelle Andy Weir publie le roman sur son blog. Au fur et à mesure, un certain nombre de gens le contactent pour leur dire écoute, on aime bien ton livre, mais bon, moi lire sur Internet, ça me gonfle un petit peu. Est-ce que tu peux pas plutôt le mettre sur Kindle, donc la plateforme d'Amazon? Donc Andy Weir se dit écoute, pourquoi pas le mettre sur Kindle? C'est vrai que c'est une meilleure façon de lire, c'est plus pratique, c'est plus ergonomique. Donc il place son livre sur Kindle. Le livre devient un best-seller instantané. Pourquoi? Selon la propre explication de Andy Weir, l'auteur du bouquin, il explique que les milliers de lecteurs originaux qui avaient déjà lu le livre entier, au moment où le livre est devenu disponible pour quelques dollars sur Kindle, il me semble que le prix était de $1, ils se sont jetés dessus, alors que pourtant ils l'avaient déjà lu. Et leur motivation était un sens de réciprocité. Ils avaient lu depuis des mois, des années, le travail de Andy Weir sans jamais pouvoir rien lui donner en échange. Puisque tout ce travail était gratuit, qu'il n'y avait pas de donation possible, qu'il n'avait rien à vendre, ils ont accumulé un sens de dette envers lui. Et donc, quand son livre est devenu disponible, ils l'ont acheté. Non pas parce qu'ils voulaient le lire, ils l'avaient déjà lu, mais parce que ça leur permettait de soulager leur dette psychologique. Et bien sûr, le fait d'avoir cet influx initial de quelques milliers de lecteurs a englobé un cercle vertueux qui a créé des évaluations sur Amazon. Souvenez-vous de la preuve sociale qui a permis au livre de monter dans les rankings, etc. Après, il y a un effet boule de neige. Bien sûr, le livre est excellent. Je vous le conseille d'ailleurs très vivement. Je n'ai pas vu le film, mais le bouquin est excellent. Bref, l'idée ici, c'est que à force de donner des choses gratuites à ses lecteurs, les lecteurs ont senti un sens de dette par rapport à l'auteur et ont voulu le soutenir quand le moment est venu. La deuxième façon de donner quelque chose de gratuit, évidemment, c'est la tendance des essais gratuits. C'est souvent quelque chose qui est utilisé pour des logiciels où on va vous donner 15 jours gratuits ou 30 jours gratuits d'utilisation avec l'idée qui est double. La première est que vous allez pouvoir utiliser le produit, vous convaincre de sa valeur et qu'au bout de 15 jours, de 30 jours, le produit sera devenu tellement indispensable que vous allez prendre le plan payant. Mais il y a un autre aspect qui est de donner de la valeur sans rien demander en retour. Si vous arrivez sur ma page de vente et je vous dis « donnez-moi de l'argent » et ensuite je vous donne le produit, ça donne une certaine friction. Si vous arrivez sur ma page et qu'il y a dit « écoute, je te demande rien, je vais faire le premier pas, je vais faire preuve de bonne volonté, je vais te laisser utiliser mon programme pendant 30 jours gratuitement sans rien demander », ça crée un sens de bonne volonté. J'ai donné le bénéfice du doute à l'autre personne. Et ça crée de la bonne volonté dans l'autre sens, c'est-à-dire que le logiciel apparaît plus attractif et la compagnie qui se trouve derrière a une certaine licence pour, par exemple, nous envoyer des emails. Quand vous êtes dans une période d'essai d'un logiciel, vous trouvez ça normal de recevoir un certain nombre d'emails de marketing qui vous semblent justifiés dans la mesure où on vous a donné l'accès gratuit à un logiciel. En échange, on a bien le droit de vous envoyer des emails, etc. Vous verrez que à partir du moment où vous avez arrêté de prendre l'essai gratuit, tout d'un coup, les emails marketing vont devenir largement plus irritants. Parce que
vous n'avez plus ce sens de réciprocité. On ne vous donne plus rien en échange. L'idée des essais gratuits, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est souvent appliqué dans le milieu du logiciel, qui peut être utilisé dans d'autres milieux. Par exemple, si vous avez une formation en ligne, l'essai gratuit peut être une bonne façon de faire. C'est quelque chose qui est très utilisé par les communautés en ligne, c'est-à-dire les forums, etc., qui vont souvent avoir le premier mois à 1 euro ou le premier mois gratuit. C'est quelque chose qui a même été utilisé pour vendre des produits ménagers. Donc, il y avait une société qui s'appelle Amway, A-M-W-A-Y, qui est citée dans le bouquin de Cialdini pour une technique particulière de vente en porte-à-porte. Au lieu d'aller en porte-à-porte et d'essayer de faire la vente donc de produits ménagers, c'est-à-dire des produits de nettoyage, etc., au lieu d'essayer de faire la vente le premier jour, ils disent, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner une caisse de produits. On va vous laisser utiliser ces produits pendant 72 heures. Utilisez tout ce que vous voulez, c'est gratuit, on ne vous demande rien en échange. Ce que Amway a découvert en utilisant cette politique, qui sur la surface apparaît assez laxe, on va laisser les gens utiliser pendant 72 heures tout ce qu'ils ont besoin, ils ont découvert qu'au bout de 72 heures, la personne qui a utilisé un certain nombre de produits se sent mal de rendre la caisse de produits au vendeur sans rien acheter. On a l'impression que cette personne a pris du temps pour venir nous voir 2 fois, nous a laissé une caisse de produits, on a utilisé ces produits et en plus on va rien acheter. Ça paraît tellement ingrat que la plupart des gens se sentaient obligés d'acheter. Ce que Amway a découvert, c'est que leurs ventes ont explosé suite à la mise en place de cette technique, avec 50% des gens en moyenne qui achetaient le produit. Et si vous pensez que c'est de la vente en porte-à-porte, c'est-à-dire qu'à froid, on va aller toquer à des portes, c'est un résultat qui est incroyable. Et c'est un exemple d'un essai gratuit qui peut être mis en place de façon créative dans une situation où on n'est pas sur du software, on n'est pas sur des choses immatérielles, c'est des choses purement matérielles. Mais évidemment, le calcul ici est que le gain de vente est tellement fort que ça vaut le coup de financer les produits qui vont être utilisés par ces personnes qui n'achètent ou qui n'achètent pas. Une autre méthode pour enclencher et pour utiliser le principe de réciprocité, c'est le fait d'offrir des cadeaux. C'est quelque chose qui est très utilisé par les associations caritatives. Les associations caritatives qui vous demandent de l'argent, parfois tentez de vous envoyer un petit cadeau, c'est-à-dire un porte-clés, un stylo, des autocollants à votre nom, etc. Ces cadeaux ont été prouvés comme étant efficaces, y compris quand ils sont non sollicités, y compris quand ils n'ont pas fondamentalement grand intérêt. Avoir un porte-clés et Resto du Cœur n'est pas quelque chose qui va particulièrement ajouter à votre vie. C'est dans la même veine que les fleurs des Hare Krishna ou que le bracelet qu'on vous met au bras. Mais vous avez l'impression qu'on vous a fait un cadeau, qu'on a fait un effort, qu'on vous a donné quelque chose et vous vous sentez obligé d'envoyer quelque chose en retour. Et vous voyez que ces associations n'essayent jamais de vous mettre de la pression. C'est toujours « Ah, ce cadeau est offert pour vous. Quoi que vous choisissez de faire en retour, c'est à vous de décider ce que vous choisissez de faire. » Et le fait que non seulement on vous donne un cadeau, mais qu'en plus, on vous dise que vous n'avez rien à donner en retour, vous rend coupable et vous donne une dette psychologique où vous êtes plus probable d'envoyer de l'argent en retour. C'est quelque chose qui a été prouvé dans les chiffres de très nombreuses fois. Croyez-moi que ces associations n'envoient pas des cadeaux qui coûtent de l'argent à produire malgré tout, sans avoir mesuré leurs résultats. Et un chiffre en particulier que j'avais trouvé qui vient de l'association qui s'appelle la Disabled American Veteran Association, c'est qu'ils arrivaient à avoir un boost de plus 50% de leurs ventes en envoyant un petit cadeau. Évidemment, c'était dans les années 70, c'est-à-dire au début de l'utilisation de cette tactique. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui la tactique soit aussi efficace, mais la pression psychologique est probablement suffisante pour faire craquer un certain pourcentage de personnes. La dernière méthode pour utiliser le principe de réciprocité, c'est de donner aux gens un sens que ce que vous leur donnez vous a coûté beaucoup. Imaginez le sens de réciprocité que je peux enclencher par faire ce podcast. Ce podcast, je vous l'offre gratuitement et ça vous apporte de la valeur. Mais le sens de réciprocité que vous allez avoir avec moi après ce podcast sera assez minime. Pourquoi ? Parce que vous dites, écoute, des milliers de personnes ont écouté ce podcast, ça ne coûte rien à Stanislas que je l'écoute. Imaginez qu'à la place de mettre ce podcast sur Internet, je mettais un formulaire, vous pouvez remplir votre nom, votre prénom et votre adresse, et je vous envoie par la poste un CD-ROM avec mes podcasts. Si je faisais ça, vous aurez sans doute un sens de réciprocité beaucoup plus important parce que vous dites, quand même, il a fallu payer le timbre, il a fallu payer le CD, etc. Même si fondamentalement, vous préférez sans doute avoir le fichier MP3 direct que devoir attendre pour avoir en plus un CD qui est une technologie un peu obsolète, l'impression que les choses me coûtent vont enclencher plus de réciprocité. C'est un problème qu'on a beaucoup sur le web, où si vous offrez un PDF, si vous offrez un article, mon impression est que ça ne vous coûte rien. Et donc, du coup, mon sens de réciprocité sera assez faible. Puisque vous avez fait un sacrifice minime, de mon côté, je vais faire un sacrifice qui est minime. C'est différent, par exemple,
du cas de l'échantillon dans un supermarché. Où l'échantillon dans un supermarché est certes tout petit, mais c'est quelque chose de physique. Je le prends, une autre personne ne peut pas l'avoir. Et donc, je me sens plus coupable de manger votre échantillon et de ne rien acheter, plutôt que de télécharger votre PDF ou que lire votre article et de rien acheter. La solution, c'est de donner aux gens un sens de ce que ça vous coûte. Et quelqu'un qui fait ça extrêmement bien, c'est un homme qui s'appelle Olivier Lambert, qui a été sur le podcast. Il y a une interview avec lui sur le podcast si ça vous intéresse. Olivier Lambert a un blog sur le marketing et il a une page de donation. C'est-à-dire, vous pouvez lui donner X euros par mois, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros, pour le remercier de son travail. La donation, c'est quelque chose qui a été fait très souvent, mais Olivier a ajouté un twist très intéressant. Olivier vous dit, à la fin de chaque article, cet article a coûté 18 cafés à faire. Si vous voulez m'acheter un café pour financer la création de nouveaux articles, cliquez ici. L'idée, c'est que Olivier repositionne l'article dans votre tête. Au départ, l'article dans votre tête, c'était juste un article sur le web quand vous avez lu des milliers, ça coûte rien, etc. Il repositionne ça en vous disant, cet article a été fait avec la sueur de mon front. Il a pris 18 cafés à faire, il a pris longtemps, il a pris du temps, il a pris de l'effort, il a pris de l'amour, etc. Olivier vous pousse à imaginer qu'il a travaillé dur, gratuitement, pour vous aider. Et donc, il enclenche ce mécanisme de réciprocité. Vous vous dites, à la vache, le mec a travaillé dur. Et si vous appréciez son contenu, vous vous sentez poussé à faire quelque chose en échange pour Olivier et dire, bah écoute, je vais lui payer un café par mois, c'est pas beaucoup. Et ça fonctionne parce que Olivier vous donne la vision de ce qu'il a fait pour vous lui a coûté. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.